Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir en fait de partager un petit peu notre expérience et nos observations sur les dispositifs d'accompagnement que 60 000 rebonds réalisent auprès des entrepreneurs qui ont déposé le bilan. Je vous en prie. Je vous en prie, allez-y. Bonjour. Installez-vous. Donc, bienvenue. Et donc, je me présente, Marie-Laure Levanvaux, vice-présidente Occitanie pour 60 000 rebonds, et également coach référent pour cette même association au niveau national. Donc, je vais laisser le soin à Alain Simonazzi se présenter. Et avant ça, c'est juste pour vous dire que cette animation, cette présentation, elle était dans une volonté de vous dresser un petit peu ce qu'un entrepreneur ayant déposé le bilan traverse par toutes les étapes et quels sont après les questionnements dans l'accompagnement qui seront utiles en fait de poser face à un entrepreneur qui a déposé le bilan et qui a la volonté de recréer en fait une entreprise. Et par rapport à ça, ben justement, est-ce qu'il existe une méthodologie spécifique ou pas? Donc c'est aussi ça qu'on souhaiterait partager avec vous. Et puis dans un dernier temps, c'est de vous communiquer, vous transmettre en fait tous les organismes, acteurs qui aussi interviennent dans la prévention, mais aussi la post-liquidation ou les cessations d'activité, qui peuvent représenter des relais pour vous, en fait, d'interaction et puis de communication par rapport à vos accompagnements. Donc, je te laisse, Alain, te présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alain Simonazzi, je suis parrain référent sur l'antenne de Montpellier-Béziers de 60 000 rebonds. Et j'anime également, dans ce cadre-là, j'anime un collectif de parrains et de marraines sur ces antennes-là. Alors, l'idée, dans un premier temps, c'est de vous sensibiliser un petit peu, effectivement, au contexte d'un chef d'entreprise qui a subi une liquidation et qui vient vous voir. Donc, je vais faire le chef d'entreprise qui, effectivement, a subi cette liquidation. Donc, quand je viens vous voir, vous allez bien entendu interroger le projet, le contenu du projet, ça vous savez faire. Par contre, ne m'interrogez pas moi, en tant que futur entrepreneur, créateur ou repreneur d'une entreprise. Donc aujourd'hui, ce qu'on va essayer de vous présenter, c'est par quoi je suis passé et effectivement les questions que vous devriez éventuellement poser ou en tout cas m'adresser pour savoir à qui vous avez affaire, c'est-à-dire qui je suis en tant qu'entrepreneur qui a subi cette liquidation. Alors rapidement, par quoi je suis passé? Déjà, l'entreprise en difficulté, il n'y a pas de notion spécifique. On n'est pas capable de définir oui ou non l'entreprise en difficulté. En fait, il y a des indicateurs, que ce soit des indicateurs d'exploitation, financiers, juridiques et sociaux, qui permettent effectivement de détecter des difficultés. Ces difficultés amènent à quoi? Amènent à des impacts et à des tensions sur la trésorerie. Et la tension ultime, l'impact ultime, c'est la cessation des paiements, c'est-à-dire la rupture de trésorerie. Et donc si on fait un petit panorama des différentes procédures qui existent dans le Code de commerce au livre 6, ces différentes procédures, elles sont faites pour prévenir ou traiter la tension ultime, qui est la cessation des paiements. Donc vous avez effectivement cette ligne-là, qui est une ligne de démarcation, qui est la cessation des paiements. Donc avant, j'y suis pas, mais je suis quand même en difficulté. Après, non seulement je suis toujours en difficulté, mais je suis en cessation des paiements. Et vous avez effectivement des procédures amiables, qui, comme son nom l'indique, est fait pour discuter de gré à gré avec les personnes avec qui je suis en difficulté. Et donc, ce sont des procédures non judiciaires et confidentielles. Et après, vous avez ce qu'on appelle les procédures collectives, c'est-à-dire que l'ensemble des créanciers sont traités de manière collective, et c'est pour ça qu'on appelle les procédures collectives. Là, par contre, c'est les procédures judiciaires, donc qui font l'objet de jugement, et qui sont donc publiques, alors que les autres sont simplement confidentielles. Alors, par quoi je suis passé? Je suis passé par une liquidation. L'ouverture de la liquidation, c'est ce qu'on appelle le jugement. Et puis vous avez toute la procédure jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation. Donc en fait, la liquidation, ce n'est pas un instant T, la liquidation, point final. Il y a une ouverture et une clôture. Et il y a un délai qui se déroule pendant cette période-là. Pendant cette période, qu'est-ce que j'ai subi? Dès le lendemain du jugement d'ouverture, j'ai été obligé de transmettre, de donner les clés de mon entreprise au liquidateur. Je suis complètement dessaisi de la gestion de l'entreprise et des biens de l'entreprise.
Je n'ai plus un mot à dire. Donc je suis complètement dessaisi. Donc imaginez le traumatisme que je reçois. D'autant qu'en plus, tous mes salariés vont être licenciés dans les 15 jours qui suivent le jugement. Et là aussi, c'est le liquidateur qui va le faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va me faire l'état des créances, c'est-à-dire qu'il va effectivement communiquer à chaque créancier, savoir effectivement quel est le montant de sa créance. Et il va faire un inventaire des actifs pour les céder aux enchères, le plus souvent, à vil prix. Donc tous mes biens de l'entreprise vont être vendus comme ça au gré à gré, et à des prix qui sont vraiment, en général, très très bas. Donc là aussi, j'ai subi ce traumatisme-là. Pour en arriver quoi? Encore une fois, au bout d'un an et demi, à une clôture pour insuffisance d'actifs, c'est-à-dire que la vente des actifs n'est pas suffisante pour payer le passif, ou une clôture pour extinction du passif, c'est-à-dire qu'au contraire, la vente des actifs a permis de clôturer, ou en tout cas d'apurer le passif. Et pendant toute cette période-là, je n'entends quasiment aucun retour du liquidateur, si ce n'est un courrier en me disant voilà les créances, il faut les vérifier, vous êtes convoqué au tribunal pour la clôture, etc., etc. Donc je suis totalement séparé de mon entreprise. Donc imaginez ce que j'ai subi. Tout ça pour en arriver quoi? Pour en arriver à quels sont éventuellement les freins que je pourrais avoir pour recréer ou reprendre une entreprise. D'accord? Et effectivement, vous interrogez-vous sur mon profil à moi. Vous avez des freins professionnels. Alors, ces freins, il faut les évaluer de manière bienveillante, bien évidemment, mais en toute lucidité. Hein, on va voir derrière, ça va quand même assez loin. Donc, vous avez des freins professionnels et des freins personnels. Les freins professionnels, sur le plan juridique, j'ai subi une liquidation, mais je peux aussi subir des sanctions civiles ou pénales. Donc, est-ce que ces sanctions civiles ou pénales peuvent être un frein à une reprise ou une création d'entreprise, notamment l'interdiction de gérer, par exemple? Donc, c'est un sujet pour moi. Généralement, je peux être aussi frappé, puisque comme c'est public, je vous l'ai dit, la liquidation, c'est une procédure collective, donc c'est public, ça fait l'objet d'un jugement. Donc, la Banque de France est au courant. Et donc, la Banque de France, est-ce qu'elle m'a classé, ou en tout cas, est-ce qu'elle m'a frappé d'un indicateur significatif, qui pourrait derrière me contraindre vis-à-vis de mes banques. D'accord? Ensuite, sur le plan financier, est-ce que je suis caution ou pas de certaines dettes de l'entreprise? Si c'est le cas, je vais être saisi sur mes biens personnels. Et donc, ça impacte éventuellement le patrimoine, et puis surtout, ça peut m'empêcher d'avoir des financements ultérieurs. Donc, c'est des questions qu'il faut quand même se poser. Ensuite, sur le plan entrepreneurial, est-ce que j'ai complètement identifié, et on dirait digérer, entre guillemets, ma liquidation? C'est-à-dire, est-ce que j'ai bien compris pourquoi mon entreprise a été liquidée? Parce que si effectivement, ce n'est pas le cas, je l'ai encore là, et donc forcément, il n'est pas traité. Donc, est-ce que j'ai bien identifié les causes réelles de la liquidation? Et du coup, ça nous permet de basculer sur les freins personnels, toujours sur la liquidation. J'ai vécu quand même un triple traumatisme sur le plan personnel, sur le plan professionnel et sur le plan financier. Comment je l'ai vécu? Est-ce que c'est purgé? C'est-à-dire, est-ce que je suis passé au-delà de tout ça? Oui ou non? Ensuite, derrière, comment je récite, ou en tout cas, comment je transmets cette liquidation, cette période de liquidation? Comment moi je l'ai intégrée? Et puis derrière, est-ce que j'en ai fait également une force ou pas? Ou au contraire, est-ce que c'est un frein? Pareil, sur le plan social et familial, l'environnement, vous le savez tous, dans la création et une reprise d'entreprise, l'environnement est fondamental. Donc là aussi, est-ce que j'ai eu des impacts familiaux? Je vous rappelle le dilemme classique, les 3D. Dépôt, dépression, divorce. Donc là aussi, on est déstabilisé, je peux être déstabilisé sur le plan familial. Est-ce que si ma famille, mon environnement immédiat familial, soutient ou pas mon nouveau projet, parce qu'elle a subi, elle aussi, la liquidation, donc est-ce qu'elle est OK, ou en tout cas, est-ce qu'elle soutient ce projet-là? C'est aussi une question à se poser. Et enfin, est-ce que j'ai gardé un environnement amical bienveillant? Là aussi, c'est important. Et enfin, sur la santé morale et physique, est-ce que j'ai été suivi psychologiquement pendant la période de liquidation ou pas? Parce que le traumatisme, il est aussi psychologique. Donc là aussi, est-ce que je l'ai purgé? Est-ce que je l'ai intégré? Et que je peux passer à autre chose? Ensuite, est-ce que j'ai réalisé un bilan de santé? Ça aussi, c'est important. Et enfin, est-ce que j'ai eu de la perte de confiance ou pas?
ça vous dit quoi tout ça? Alors ça peut paraître intrusif, hein, notamment sur le plan personnel. Mais, je laisserai Marie-Laure intervenir, mais c'est important d'y passer, parce que si on n'a pas abordé ces sujets-là, à un moment ou à un autre, ça va revenir en boomerang. Oui, tout à fait. En fait, toutes ces questions-là, elles ne sont pas forcément à poser en un bloc et en même temps, vous l'avez bien compris, ça fait beaucoup de choses, évidemment. Un peu de douceur donc par rapport à justement cette lucidité à avoir, cette objectivité à avoir par rapport à la lecture de son parcours et de la manière dont on a vécu effectivement une post-liquidation. Mais ça peut être des questions qui soient votre fil conducteur, que vous ayez à l'esprit et que vous savez que ça va être important à un moment donné de poser et d'acter avec l'entrepreneur qui, lui, va pouvoir vouloir, et en toute légitimité, contourner en fait les questions, parce que c'est compliqué peut-être d'y répondre ou de faire face effectivement à ce type de questionnement. En revanche, nous, on a constaté et analysé justement par rapport aux accompagnements qu'on pouvait faire auprès des entrepreneurs que c'était des questions déterminantes et que les entrepreneurs eux-mêmes, du coup, voyaient l'utilité et la vraie vertu en fait de se les poser. Donc ça peut très bien être soit des questions que vous posez au tout début et à la fin, soit des questions au cours de l'accompagnement en fonction du moment de votre relation avec l'entrepreneur, de savoir, là, ce type de questions, c'est le bon moment. Celle-ci, on va peut-être attendre un peu et on va voir de quelle manière peut-être je vais l'amener aussi à se poser cette question-là. Donc évidemment, c'est un cheminement et non pas, j'allais dire, un outil d'interrogatoire clé en main que ici, ce qui est proposé ici. Et du coup, par rapport à tous ces questionnements, ça nous amène aussi à nous questionner sur notre posture d'accompagnant. Est-ce que réellement, il y aurait une posture spécifique à adapter face à ces profils d'entrepreneurs ou pas? Et est-ce qu'il y a des points d'être plus attentif sur certains axes ou pas? C'est plutôt cette question-là qui va être intéressante effectivement de partager ensemble. Et donc avant ça, ça sera intéressant effectivement de voir quelle est la posture d'un entrepreneur quand il arrive dans un accompagnement, soit à la reprise ou à la recréation d'une structure. Ce qu'on a constaté, c'est que souvent les entrepreneurs exprimaient l'urgence de rebondir vite. Bon, ce n'est pas propre aux entrepreneurs ayant déposé le bilan, ça on le sait, c'est peut-être les profils des entrepreneurs de manière générale. Mais l'entrepreneur ayant déposé le bilan, il a une réalité économique, il a peut-être véritablement des urgences qui vont lui faire exprimer ça de manière encore plus presque impérieuse et vitale. Et donc, on est face à cette demande, sauf qu'il y a des entrepreneurs qui vont exprimer vouloir rebondir vite, et finalement, il va falloir un temps dédié, il y a un certain temps avant de rebondir. Moi, j'ai une anecdote d'un entrepreneur qui, au départ, était vraiment dans cette posture-là, et puis, finalement, assez rapidement dans l'accompagnement, il a exprimé la chose suivante. Ça y est, j'ai compris. C'est pas parce que je rebondirai plus vite que je réussirai mieux mon projet. Et donc, le lien entre la vitesse du rebond et la qualité ou la sérénité dans laquelle je vais réussir par la suite de mon parcours n'est pas forcément lié. Donc, et ça, c'est peut-être une interrogation à faire partager avec l'entrepreneur. Il y en a certains où, par contre, ça va être le cas. Rebondir vite, finalement, il est prêt, il a la capacité, et effectivement, c'est la bonne vitesse. Et d'autres qui vont vous dire, non, non, moi j'ai peur. J'ai envie d'être sûr, je ne veux plus prendre de risques, j'ai peur de cette notion d'échec. Et donc, ils vont arriver avec beaucoup de résistance et beaucoup d'analyses qui vont véritablement confirmer cette résistance. En plus, ils en ont une certitude et voire une croyance par-dessus. Et là, ça va être des entrepreneurs qui peut-être finalement vont se rendre compte, juste par le travail de valorisation du parcours, de simplement finalement procéder par étapes, et ils vont peut-être finalement rebondir plus vite que ce qu'ils n'avaient prévu par rapport à ça. Oui. Est-ce que justement, moi je sais que c'est ce à quoi je réfléchis avec toi, oui. Vous avez des éléments, sans dire que ça soit très global, statistiques sur justement qui rebondit, dans quel délai, pour quelque part soit rassuré, soit conseillé, quoi. Est-ce qu'il y a des éléments, on va dire, concrets sur ce qui se passe, quoi. Sur le rebond, vous voulez dire sur le nombre de rebonds et vers quoi ils rebondissent? En quel délai? Parce que vous évoquez le délai aux longues courses, évidemment que c'est individualisé. Mais... Oui.
Le délai, en moyenne, en fait, 6 mois, c'est à minima pour pouvoir vraiment réfléchir sur un rebond ou un projet et mettre en place les actions et faire tout ce travail de recul. Et encore 6 mois, on est dans un délai rapide, hein, on est d'accord. Hein, mais c'est un délai, voilà, moins de 6 mois, c'est qu'il y a des phases dans l'accompagnement et dans le questionnement qui auront été passées rapidement, voire impassé entre guillemets. Donc voilà, donc il faut, alors il n'y a pas de règle et puis il n'y a pas de vérité absolue, mais il faut en avoir conscience aussi de ça. Et 6 mois jusqu'à 2 ans un projet, hein, il y a des projets où justement en fonction de leur situation qu'Alain vous a décrit tout à l'heure, interdiction bancaire ou pas, enfin voilà, donc forcément vont ralentir d'un point de vue purement technique, pratico-pratique aussi tel type de projet de recréation ou de reprise. Et peut-être passer par du salariat entre-temps, comme transition, etc., ou en tant qu'indépendant. Il y a plusieurs, c'est ça qui est intéressant vis-à-vis de ces entrepreneurs, c'est qu'ils vont arriver peut-être avec une idée fixe, qu'elle soit dans la résistance ou dans l'ouverture totale, et par rapport à cette idée fixe, de dire finalement, voilà toutes les options qui peuvent être envisageables, et comment finalement, étape par étape, on va y réfléchir, mais y réfléchir finalement dans l'action. La réflexion n'est pas d'être passif et d'attendre en fait que les choses puissent se faire. Donc voilà, ce sont les éléments en fait de posture quand ils arrivent donc au départ dans un accompagnement après leur expérience. Et puis leurs besoins se situent sur le premier volet, forcément paraît évident, c'est sortir de l'isolement. Oui, je vous en prie. Pardonnez-moi, je termine l'interrogation sur la slide d'avant. Oui. Justement, si on reçoit en entretien un entrepreneur, enfin un porteur de projet, pardon, qui est dans le rebond parce qu'il a une opportunité. Oui. Et qui, on n'est pas peut-être dans ce délai minimal de 6 mois, il dit, donc il n'a pas fait cette phase-là, il n'a pas fait le cheminement, et pour autant il y a une opportunité à l'instant T, il se dit, voilà, j'ai un marché, je veux le prendre. Notre posture à nous à ce moment-là, c'est de quand même l'aider à passer les étapes pour reconstruire du coup le projet. Tout à fait. Mais sans pour autant le bloquer face à... Non, mais par contre, le confronter à des questionnements qui peut-être au cours du projet ou à son démarrage, il devra intégrer aussi. S'il ne l'a pas fait en amont, il va être important de l'intégrer et vraiment du coup d'en prendre conscience de le cercle vertueux que ça aura sur la réussite de ce nouveau projet. Donc c'est ça en fait, respecter à la fois, comme vous dites, les opportunités et à la fois en fait être attentif et se recentrer aussi sur ce qui va être déterminant pour la réussite du projet. Et donc tous ces questionnements, donc forcément, vont être aussi importants. De prendre le prisme de la pérennité du projet au-delà de... Exactement. C'est pour ça quand on disait rebondir vite, mais c'est pour aussi se stabiliser en fait, hein, et pour pérenniser le projet. Autrement, on revient sur la boucle de l'échec que j'ai à nouveau peut-être réinitialisé. Et là, ça va être porté de manière encore peut-être plus difficile que la première fois. Donc, et on sait bien que c'est par cet auto-questionnement et cette confrontation aux réalités finalement de ce qui va être important en fait de comprendre par rapport à cette expérience passée et comment du coup elle devient une ressource. Hein, c'est pas forcément qu'elle soit positive parce que souvent on entend voilà les échecs sont positifs. Ben non, ils sont ni positifs ni négatifs. Ils sont une matière constructive pour voir de quelle manière on va utiliser en fait ce qu'on a identifié pour construire autre chose et peut-être même autrement, c'est-à-dire avec une autre vision, une autre lecture et une relecture aussi de soi vis-à-vis du lien qu'on a avec l'entreprise aussi. Donc, cette notion d'échec, oui. Elle est très, je dirais, française. Franco-française. Française. Même souvent mal vécue à cause de ça, alors que dans bien d'autres pays, c'est pas du tout la même idée. Quoi. Tout à fait. Ça fait partie du processus normal. Sans que ce soit super valorisant, mais exactement. C'est anecdotique en fait. Et même plus qu'anecdotique, c'est lorsque tu te seras planté, reviens vers moi parce que là, tu vas m'apporter justement de l'apprentissage, de l'apport que moi, je n'aurais pas pu identifier parce que je ne suis pas passé par là. Donc c'est vraiment du coup perçu donc, dans les pays anglo-saxons par exemple, on le sait bien, hein, comme réellement une autre, voilà. Alors qu'effectivement, plutôt dans nos pays, c'est une erreur. En fait, hein, on associe voilà, l'échec d'une entreprise à une erreur. Voilà. Oui. Et justement, par quel moyen on pourrait contrer cette stigmatisation sociale
dans la posture d'une structure d'accompagnement qui accompagne des personnes résilientes comme ça? Eh ben justement, c'est dans l'approche que vous allez avoir quand on parle de bienveillance. Justement, on dit bah, bienveillance, ok, c'est prendre soin de la personne, ne pas juger, etc. Oui, mais conceptuellement, on a tous compris, mais ça s'opère comment? C'est peut-être dans la manière de formuler votre questionnement donc, dans la relation avec l'entrepreneur. On ne se rend pas compte. On pose beaucoup des questions qui vont commencer par pourquoi. Pourquoi ça s'est passé? Pourquoi? Donc le pourquoi amène quoi? De la justification, de l'argumentation, et puis une posture où on va se sentir forcément soit pointé, soit jugé, même si votre interlocuteur, enfin nous en tant qu'accompagnants, ce n'est pas notre intention. En revanche, poser tout un certain nombre de questions d'abord par comment, dans quelle situation, à quel moment, enfin toutes ces formulations-là, mais vraiment de les structurer intentionnellement et presque stratégiquement dans votre méthode, en ayant véritablement recours à ce type de formulation dans un premier temps. Et ça sera qu'à partir du moment où vous aurez listé toutes les questions essentielles qui vont commencer par le comment, à quel moment, donc factuel, qu'elles vont répondre tout naturellement, finalement, au pourquoi. Et le pourquoi là prendra son sens. Donc ça, à partir du moment où vous questionnez de cette manière-là, vous êtes bienveillant dans la relation. Oui. Mais du coup, plus globalement cette fois-ci, là quand je suis en train de dire rester en lien avec l'écosystème de son territoire, comment est-ce que vous redorez l'image des entrepreneurs que vous accompagnez dans leur écosystème entrepreneurial? Alors, ça, c'est très juste que vous pointez, parce que c'est un des éléments d'analyse qu'on avait pu observer. Tout le monde est raccord pour porter le même message. Entrepreneurs, surtout, ne restez pas isolés. Restez dans les réseaux, etc. Oui, mais il y a une petite, quand même, anecdote qui n'est pas des moindres. C'est que pour faire partie d'un réseau économique ou un réseau d'entreprise, on vous demande, pour vous inscrire, votre numéro de ciré. La réalité, quand vous avez cessé votre activité ou que vous avez déposé le bilan, il n'y a plus de numéro de ciré. Donc déjà, vous voyez, il y a un paradoxe entre le discours sociétal qui est, bah oui, il ne faut surtout pas rester isolé, et cette réalité. Donc au niveau de 60 000 rebonds, par exemple, notre manière d'avoir, j'allais dire, d'avancer avec cette réalité plutôt que d'aller contre, pour reprendre votre formulation, c'est d'avancer avec cette réalité. On a mis en place beaucoup de partenariats, du coup, avec les écosystèmes, pour intégrer, du coup, les entrepreneurs dans leur réseau et les solliciter de leurs expertises, au bénéfice de nos entrepreneurs dans les étapes de leur rebond. Ça, c'était une manière, finalement, contournée, donc de pouvoir justement... Donc il y a des actions très simples finalement auxquelles on ne pense pas, qui peuvent créer du sens. Donc en tant qu'accompagnant, quelle que soit votre structure, tous les liens que vous pouvez créer avec d'autres réseaux et acteurs, de personne à personne, de fonction à fonction, ça peut se faire. Oui. Au-delà des questionnements que vous évoquez, ce qui me semble bien dans le sens où ça lui permet de s'approprier et tout, de leur donner des éléments de langage qui leur permettent de communiquer là-dessus, sans dire positivement, mais trouver les bons mots pour expliquer, parce que pour en avoir produit un certain nombre, c'était toujours gênant, et ils ont du mal des fois à savoir par quel bout prendre. Donc est-ce que vous avez, je sais pas, des éléments de langage, oui, enfin, ou tout au moins des façons d'expliquer à un tiers que, bah voilà, ça a mal marché, mais voilà, je sais pas, vous avez une liste de mots-clés, non peut-être pas, mais des formules ou des orientations à trouver? C'est pas des formules, mais c'est la manière de se questionner avec tous les éléments qu'on vous a posés tout à l'heure. À partir du moment où l'entrepreneur se les est posés et qu'il est posé, il a tous ces éléments du coup de langage. Donc il n'y a pas de mots-clés à proprement parler, mais par contre, la manière dont on le questionne, factuel, sur la juste valeur du parcours, des étapes, des ressources par lesquelles il est passé, va lui permettre d'utiliser, d'extraire ces éléments ensuite lorsqu'il va partager effectivement en grand public ou partager auprès en fait, de son entourage. Voilà. Et effectivement au niveau de l'association, pour les entrepreneurs qui ont terminé leur accompagnement, on a aussi des sessions justement d'accompagnement avec eux pour voir de quelle manière, quand ils traduisent leur parcours, c'est perçu. Voilà. Donc pareil, toujours, sans jugement, sans appréciation de ce qui est dit, mais simplement en termes de partage, tiens, quand tu as dit ça, moi j'ai compris ça. Ah oui, c'est pas ce que j'ai voulu dire et c'est pas ce que j'ai voulu effectivement faire passer. Alors pour faire passer ton message, finalement, tu aurais pu finalement te centrer sur quel élément en particulier. Ah, peut-être sur celui-là. Donc voilà, c'est un travail en continu, qui va être tout le long de leur parcours en fait, à cette manière de transmettre
ce travail de transmission de leur expérience, et non plus de justification de pourquoi j'ai échoué et maintenant j'ai réussi, hein, parce que c'est un peu comme ça les configurations, on parle de ces échecs quand on a réussi. C'est troublant, hein, alors que finalement, il y a beaucoup de transmission dans l'échec, en tout cas dans le fait de ne pas aboutir toujours à tout, dès lors qu'on se pose les bonnes questions. Évidemment, c'est pas, on a un échec, forcément c'est un apprentissage. C'est un apprentissage si et seulement si on a pu se confronter et avoir un peu un effet miroir en fait sur ce qui s'est passé, ce qui s'est joué en fait pour nous. Donc voilà, c'est véritablement, si on doit synthétiser, hein, c'est vraiment prendre du recul sur ses certitudes, ses habitudes, ses croyances et son sentiment aussi d'échec et l'état émotionnel dans lequel je suis quand je suis confrontée aussi à ce type de situation. Donc par rapport à ces besoins-là, finalement, sur quoi il va être important d'être peut-être plus attentif. Il n'y a pas des axes d'attention particuliers pour ces entrepreneurs, mais peut-être d'être davantage attentif sur un élément que vous connaissez tous, hein, la posture du sauveur, forcément, dans l'accompagnement. Mais sauf que face à un entrepreneur qui va vous livrer un peu forcément son parcours, son histoire, parfois sa famille, avec des situations collatérales qui sont quand même à la fois touchantes et à la fois dures pour certains, la posture du sauveur, inconsciemment, va aussi s'installer et sans qu'on s'en rende compte. Le fait de vouloir que l'autre s'en sorte, rien que ça, c'est déjà être dans la posture du sauveur. Donc si à un moment donné, en l'écoutant, vous vous dites « Ah, il faut qu'il s'en sorte », ça va être intéressant de voir comment, justement, dans votre posture, vous allez pouvoir recentrer véritablement votre rôle et votre mission, qui est, encore une fois, évidemment, de faire ce travail de valorisation. Comme on disait tout à l'heure, valoriser un parcours, c'est pas convaincre ou faire un focus sur toutes les choses positives de son parcours, toute la richesse de son parcours, parce qu'il ne va pas y croire. Par contre, le confronter à des faits de son parcours, ce que ça a eu comme effet, comme impact factuel, opérationnel, lui-même ne peut pas aller contre cette réalité. Donc, vous le mettez dans une posture, effectivement, de se mettre un peu plus en hauteur et de regarder les faits, les événements tels qu'ils se sont déroulés et comment il y a fait face, plutôt que son sentiment de, justement, de ne pas avoir eu suffisamment de compétences, justement, pour faire pérenniser son entreprise. Donc, le travail de valorisation est encore plus déterminant et davantage, effectivement, un point d'attention avec cette typologie d'entrepreneurs. Et l'équité dans la relation aussi, elle est importante pour tous les porteurs de projets, évidemment, mais les entrepreneurs ayant déposé le bilan vont d'eux-mêmes se mettre dans une position un peu basse, en tout cas avoir le sentiment d'avoir du coup failli, entre guillemets, et donc c'est vous l'expert forcément. Et cette situation-là est inconfortable pour eux, parce que ça ne leur convient pas non plus. Donc cette attention particulière sur cette relation d'équité, comment justement je la mets en place, comment je lui fais véritablement percevoir que c'est lui l'expert et je suis que dans le processus d'accompagnement, il est encore plus important à l'arrivée en fait et au démarrage de l'accompagnement avec ces entrepreneurs. Et puis, il y a une réalité, c'est qu'il va parfois aussi se refermer, se renfermer, en fait, au cours de l'accompagnement. Et ne pas interpréter forcément, en fait, cette réaction comme une résistance à l'accompagnement, ou bien même, parfois, tiens, pourquoi pas un manque de respect, ou forcément un manque de confiance. Non, c'est que lui, dans sa posture, il aura pris peut-être l'habitude que quand ça ne va pas, eh ben, il se replie tout simplement. Et il y aura des passages dans l'accompagnement où même si l'accompagnement avance et que la relation donc, se passe très bien dans l'accompagnement, peut avoir effectivement cet effet-là quand même. Et donc voilà, il s'agira de voir comment justement vous pouvez l'aider dans cette phase. Donc, est-ce qu'il existe en fait une méthodologie spécifique d'accompagnement? Vous l'avez compris, elle est spécifique par rapport à chaque entrepreneur, mais il n'y a pas une méthodologie spécifique pour tous les entrepreneurs ayant déposé le bilan. Ce n'est pas la même. Ça sera le même processus, les mêmes questions auxquelles il faudra être du coup attentif et partagé, mais ce n'est pas forcément dans le même ordre, pas au même moment,
et pas de la même manière en fonction des entrepreneurs que vous aurez en face de vous. En revanche, l'entretien préalable, factuel, détaillé, comme on vous a proposé tout à l'heure, avec des types de questions en fait, qui vont aider justement à la prise de conscience des choses, ça c'est une étape déterminante. Le fait aussi de présenter le dispositif d'accompagnement, comme on le fait toujours face aux porteurs de projets, est évidemment important pour clarifier. Mais par contre, faire formuler les propres objectifs de l'entrepreneur au-delà de ceux qu'on présente du dispositif lui-même est encore plus important parce qu'il va pouvoir vous permettre de mesurer les écarts déjà entre sa perception de ce qu'il peut en attendre et ce que réellement il souhaiterait lui. Donc ça ne veut pas dire que c'est bien, c'est pas bien, ça veut dire que c'est un indicateur dans votre manière de créer après la relation et l'accompagnement avec lui. Et alors mettre l'entrepreneur au cœur de l'accompagnement, bon, ben ça c'est véritablement pareil pour tous les porteurs de projets, mais de manière effectivement encore peut-être plus significative pour ces profils-là. Et d'ailleurs, je vais vous proposer un schéma qui va vous permettre de justement aller peut-être à l'essentiel des éléments qui seront importants dans son autoréflexion. Si jamais ça veut bien se mettre en place. Eh non. Hop. Est-ce que c'est bon? Voilà. En fait, j'ai eu un parcours auparavant. Donc forcément, j'ai déjà une identité et un profil d'entrepreneur. Ça ne veut pas dire que je vais garder forcément le même, mais ça veut dire qu'il faut que j'ai conscience de celui que je suis jusqu'à aujourd'hui. Et pour ça, j'ai besoin de me poser un certain nombre de questions aussi sur ma détermination. Alors, ma détermination, ça ne veut pas dire est-ce que je suis quelqu'un de déterminé, oui ou non, c'est question binaire. Forcément, on a tous un tempérament déterminé. Par contre, on n'a pas les mêmes situations qui le démontrent. Donc, me rappeler dans quelle situation ma détermination a été véritablement importante et aussi les situations qui m'ont freiné cette détermination et savoir lesquelles. Donc, l'idée, c'est pas en fait d'y répondre en argumentant, mais en posant des faits. Pareil pour mon organisation, point fort, point d'amélioration, bon, rien de compliqué là-dessus. Mon besoin aussi d'indépendance, c'est savoir quelle situation auquel illustre et démontre aussi ma capacité à faire seule. Mais je dois aussi mettre en face, de la même manière, quelles sont les situations qui ont pu illustrer ma capacité à identifier les sources d'aide ou d'appui dont j'ai besoin. En tant qu'entrepreneur, j'ai autant besoin de savoir faire seul que de savoir faire avec les autres ou de m'appuyer sur les autres. Et souvent, on se concentre plutôt sur ma capacité à faire seul. Donc ça, c'est mon volet besoin d'indépendance. Ma confiance, quels sont mes atouts, ma valeur, ce qui me fait avancer, okay, mais aussi mes doutes, mes croyances et ma remise en cause. Qu'est-ce qui me remet en cause ou qui me donne le sentiment que je suis remis en cause? Tout ça constitue la confiance. La confiance, ce n'est pas que les atouts, c'est aussi les doutes. Et du coup, c'est tout le package. Et souvent, on a une vision un peu binaire. J'ai confiance en moi ou pas? Ben non, la confiance, c'est aussi tout cet ensemble-là qu'il faut poser. Ma sociabilité, le réseau social, amical, professionnel, mais aussi les situations où je me suis sentie isolée, ou bien les situations où on m'a isolée. Ou en tout cas, j'ai eu le sentiment qu'on m'a isolée. Donc ça, c'est intéressant parce que ça va permettre réellement à l'entrepreneur d'identifier en fait ces contextes, réellement et concrètement. Et ce qui me motive à ouvrir la relation, quelles sont les situations, les personnes, etc., les projets qui me motivent à ouvrir la relation et celles qui me freinent, du coup, dans la relation. Et puis ma capacité à rebondir, forcément, les situations où j'ai réussi à faire face et quels en ont été les apprentissages, mais aussi les situations où j'ai eu le sentiment de subir ou de ne pas pouvoir agir. C'est tout aussi important de pouvoir déterminer les deux aspects, et tout ça représente ma capacité à rebondir. Voilà, donc ça, pareil, c'est un schéma qui peut être pris dans n'importe quel sens en fonction de l'entrepreneur, mais par contre, c'est forcément des questions qui vont permettre donc à l'entrepreneur de se concentrer, de se recentrer sur sa ressource pour pouvoir servir le projet d'entreprise pour lequel vous allez l'accompagner, forcément collatéralement à ça. Donc, est-ce qu'il y a des questions déjà sur ces éléments? Désolé, je suis relou, mais oui. Je vais poser une question parce qu'on a parlé de l'entrepreneur, de sa famille, de son environnement proche. Il vous arrive de faire de l'intermédiation avec son comptable, avec d'éventuels fournisseurs, avec d'éventuels clients, ou c'est quelque chose que vous vous interdisez, considérant que c'est à lui de faire le taf vis-à-vis de ces personnes qui sont dans l'environnement proche du chef d'entreprise, qui l'ont même peut-être des fois été pendant très longtemps?
Alors là, vous parlez quand ils sont en situation, en difficulté, parce que quand il y a le dépôt de bilan, il n'y a plus tout cet environnement. Ben oui, parce que du coup, comme vous l'a expliqué Alain, donc c'est le mandataire judiciaire qui a la main en fait sur toute la suite. L'entreprise n'existe plus. C'est pour ça là, on vous présente la configuration extrême. Hein, on n'est pas sur la prévention des difficultés, mais voilà. Après, il y a d'autres étapes, et là, évidemment, ça pourrait être vous, en tant qu'accompagnant, être, j'allais dire, au même moment où il vit peut-être ces situations-là. Et à ce moment-là, il y a les relais des organismes, d'associations, et même vous pouvez vous-même rentrer en relation avec ces personnes pour affiner peut-être la compréhension. Mais je pense en aucun cas pour représenter la personne que vous accompagnez, ni même encore moins la défendre forcément, mais pour clarifier véritablement peut-être toutes les données sur votre compréhension globale de la situation que traverse l'entrepreneur. On sait qu'aujourd'hui, en fait, il y a le projet. Jusqu'à présent, on se concentrait beaucoup sur le projet, la viabilité économique, voilà, la manière de procéder à toutes les étapes, le business plan, etc. Évidemment, ça reste des incontournables, mais aujourd'hui, en fait, il faut que ça soit en corrélation permanente avec l'aspect de la personne qui va porter le projet. Et on voit que c'est ça qui va rendre plus pérenne, en fait, la suite et sécuriser, en fait, un parcours. Mais le sécuriser, ça ne veut pas dire empêcher ou éviter forcément qu'il y ait, j'allais dire, des échecs ou des erreurs. Ça veut dire qu'il va être en conscience de toutes les étapes. Il va savoir mieux identifier sur quoi il va pouvoir s'appuyer, et notamment sur vous aussi, parce que souvent dans ces situations-là, ben, vous pouvez ne plus les voir parce qu'ils vont se débrouiller, parce qu'ils ont une difficulté effectivement connexe, et ils veulent plutôt être face à vous quand ils ont réussi à avancer dans leur projet. Donc voilà, donc c'est pour ça, l'élément qui va être important aussi, alors si je reviens sur la slide suivante, c'est justement, voilà, toutes les structures, et donc ça peut représenter un panel qui peut être intéressant pour vous, sur lesquels justement vous pouvez rentrer en lien, en relais, par rapport à la situation de l'entrepreneur. Donc je vais laisser Alain vous présenter ces typologies d'acteurs. Alors on a classé ces typologies en fonction de l'environnement et de la temporalité de l'entrepreneur qui a subi la liquidation. Donc dans un premier temps, c'est l'environnement immédiat de l'entrepreneur. Bien sûr, vous faisiez référence, c'est les conseils classiques du chef d'entreprise, l'expert comptable, le commissaire aux comptes si on est dans les seuils, le banquier, l'avocat, la chambre de commerce, chambre des métiers. Alors le banquier, petite parenthèse et petite prudence, si un chef d'entreprise ou quand un chef d'entreprise va voir son banquier en lui disant « je commence à avoir des difficultés, comment vous pouvez m'aider ?» 9 fois sur 10, il y a la clôture des concours bancaires. Donc faites gaffe, ça au contraire, quand on fait ça, ça précipite la cessation des paiements. Donc banquier, très, avec des pincettes. Deuxième typologie, c'est que quand on rentre dans les difficultés, vous avez des organismes qui permettent effectivement d'objectiver et de ne pas le rester seul, et en tout cas de conseiller. Vous avez le CIP que vous devez connaître, qui est le centre d'information et de prévention dans les chambres de commerce. C'est très efficace, c'est confidentiel, et ça permet d'orienter la personne vers les bonnes ouvertures. La commission des chefs des services financiers, pour essayer d'avoir un moratoire sur l'ensemble des créances fiscales et sociales, donc ça permet de traiter de manière globale toutes ces créances. Codéfi CIRI, donc ça c'est des émanations du ministère de l'économie. Alors le CIRI, c'est pour les entreprises industrielles et de plus de 400 salariés, donc c'est pas certain que vous en croisiez tous les jours. Le Codéfi, c'est pour les entreprises, c'est plus départemental. Là, c'est pour les entreprises entre 50 et 400 salariés à peu près. Les médiateurs des entreprises, en fait, ils sont là pour régler des litiges entre le chef d'entreprise, ou en tout cas l'entreprise, et un fournisseur et ou un client. Donc ça permet d'éviter de passer par la case tribunal pour trancher un litige. Ça permet effectivement de trouver une solution amiable. Pareil pour la médiation du crédit, c'est-à-dire la médiation du crédit quand effectivement le chef d'entreprise est confronté à des refus systématiques pour des financements, aller taper à la porte de la médiation du crédit, ça fonctionne très souvent. Et puis les tribunaux de commerce, c'est les administrateurs judiciaires. Les administrateurs judiciaires, alors on dit administrateur judiciaire, tout de suite le mot il fait peur, mais ce sont des gens de bons conseils. C'est-à-dire que selon le degré de difficulté, ça vaut le coup de prendre rendez-vous avec un administrateur judiciaire. Le premier rendez-vous est très souvent, même quasi tout le temps, gratuit. Ça permet d'objectiver un petit peu où il en est dans ses difficultés, c'est-à-dire à quelle gradation.
et effectivement les solutions qui pourraient lui être apportées. Après, le chef d'entreprise, il est seul décideur, hein. Il n'est pas question de faire à sa place, mais au moins ça permet d'objectiver les différentes procédures que je vous ai montrées tout à l'heure et voir laquelle est la plus adaptée si effectivement il est en difficulté. Et puis troisième typologie, c'est effectivement le portail du rebond, ce que Marie-Laure vous parlait tout à l'heure, donc qui concerne 60 000 rebonds, l'Observatoire à Maroc, APESA, Second Souffle, Recréé et SOS Entrepreneurs. Donc là, on va vous faire un flash plus particulier là-dessus. Pour aller rapidement, un zoom un petit peu sur ces dispositifs d'aide, donc post-liquidation ou cessation d'activité. Donc 60 000 rebonds, c'est l'association effectivement dans laquelle nous sommes engagés bénévolement. Donc c'est entièrement en fait j'allais dire un accompagnement gracieux en fait pour les entrepreneurs, où on les met vraiment, on les place au cœur du dispositif et comme experts de leur propre cheminement. Donc ils sont autant acteurs et ils apprennent autant que nous pouvons apprendre auprès d'eux. Donc c'est un dispositif qui bouge et qui est en mouvement et on leur permet en fait de bénéficier d'un coaching professionnel, d'un parrainage, de sessions et d'ateliers collectifs et notamment basés sur le co-développement et l'intelligence collective, mais surtout aussi sur tout le maillage territorial et de l'écosystème qui peuvent justement soutenir les projets des entrepreneurs et du coup apporter les expertises dont ils ont besoin et les bons questionnements auxquels ils font face. Et puis, 60 000 rebonds fait partie donc, du portail du rebond, avec aussi Recréé, qui est plus en lien avec les entreprises qui sont en difficulté. Et donc là, on n'est pas en post-liquidation, mais les entreprises en difficulté, avec à la fois des ateliers d'échange d'expériences, des écoutes, une écoute téléphonique et voilà, une assistance qui leur permet de rester, effectivement, de ne pas rester isolés. APESA donc, est une aide psychologique donc, qui est surtout sur la prévention en fait, de la dépression ou même du suicide en fait, des entrepreneurs. On a du mal à imaginer que ça puisse créer donc, des effets aussi importants, mais c'est la réalité pour certains. Pas pour tous, mais pour un certain nombre aussi. Donc APESA est très présente justement sur ce volet-là. Et donc, vous avez également l'Observatoire d'Amaroc qui presque n'est plus à présenter et qui est dédié justement à la santé des entrepreneurs, à la santé du dirigeant et qui est à eux-mêmes en fait une analyse de tout ce qui est mesure du stress psychologique en entreprise. Ils sont très actifs en fait sur ce domaine d'intervention. Second Souffle sont à la fois sur les entreprises en activité, en difficulté, en post-liquidation et cessation. Et SOS Entrepreneurs est une cellule d'écoute d'urgence 24 heures sur 24 pour toutes les difficultés auxquelles sont confrontés les entrepreneurs, qu'elles soient personnelles, professionnelles, en tout cas liées justement aux difficultés rencontrées avec leur entreprise. Donc voilà, on vous a fait un zoom sur les dispositifs sur lesquels justement ils font partie du portail du rebond avec des vraies mesures liées à l'accompagnement à l'entreprise, mais il en existe aussi beaucoup d'autres et des nouvelles. Donc c'est aussi en fait ce lien que vous pouvez créer avec ces structures qui vont être des relais et des appuis juste dans votre processus, vous, global avec l'entrepreneur et le porteur de projet. Oui ? Pardonnez-moi, peut-être l'avez dit au début, et n'ayant pas trouvé la salle, je suis arrivée en retard. Oui. Est-ce que le chef d'entreprise, dans cette situation-là, peut directement rentrer en relation avec vous pour être bénéficiaire de ces dispositifs, ou s'il y a une prescription? Oui, il n'y a pas de prescription. Puisqu'on n'est pas subventionné comme par exemple dans le cadre du département avec un volume d'accompagnement, etc., puisque c'est une entité complètement bénévole. Donc voilà, c'est un organisme comme un autre que l'entrepreneur s'oriente en fait en général directement. Alors par prescription, on va dire relationnelle, plus que prescription administrative, souvent puisqu'on est dans les réseaux. Oui. Et justement, est-ce que vous rencontrez pas des difficultés à attirer des entrepreneurs qui sont encore dans le déni de l'acceptation de leur échec? Et si c'est le cas, est-ce que vous avez des moyens ou des actions qui permettraient de les attirer vers vos structures? Alors, on ne peut pas aider quelqu'un qui n'est pas prêt à l'être, à être accompagné. Ça, c'est toujours la limite de nos postures d'accompagnant. Donc, ce que nous, on peut faire et ce que l'on fait, c'est informer
donc sensibiliser auprès des réseaux et de proximité de personne à personne, etc., qui permettent justement de donner un niveau de précision et de clarté sur le dispositif qui va ensuite permettre à l'entrepreneur de décider à quel moment il va le faire. Parfois, il y a des entrepreneurs qu'on a accompagnés qui nous ont dit « j'ai mis 6 mois avant de prendre le téléphone pour vous appeler », parce que c'est une vraie démarche, hein, donc voilà. Mais il faut être prêt. Donc c'est aussi accepter qu'on ne peut pas accompagner tous les entrepreneurs, mais la manière effectivement de faire, c'est la sensibilisation et de créer ces liens avec tout l'écosystème, voilà, pour qu'ils aient ce niveau d'information. Est-ce que vous avez d'autres questions? Tous ces dispositifs-là sont valables en France métropolitaine? Oui, alors nous, donc 60 000 rebonds au niveau national, et les structures que vous avez là sont parfois territoriales, parfois nationales. Je vous invite à aller sur leur site pour voir s'ils sont aussi implantés de manière effectivement nationale. Mais chacun, voilà, chaque entité est sur un territoire ou une antenne. En fait, l'idée est là. L'objectif, si on y arrivait, c'est de vous interroger et effectivement d'essayer d'identifier les freins qu'il pourrait y avoir, notamment sur les freins personnels. Et après, d'orienter effectivement sur les différentes associations qu'il y a dans le portail du rebond. Et si c'est un chef d'entreprise qui a effectivement subi une liquidation et qu'il est dans un projet de recréation, une reprise, et que vous sentez qu'il y a des freins effectivement qui n'ont pas été traités, essayez, je vends ma boutique, mais essayez de les orienter vers nous, qui va justement, on va essayer de le traiter pour que derrière, ils puissent effectivement rebondir, soit sur une reprise, soit sur une création. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Et puis, bonne continuation dans les masterclass qui suivent.